Salut tout le monde. Dernièrement, j'ai officiellement revendiqué la solution à un des problèmes mathématiques les plus complexes de tous les temps. Je ne peux pas être plus clair, je ne peux pas être plus frontal, c'est ce que je revendique d'une façon absolument non ambiguë. Je revendique d'avoir trouvé la solution au problème de Syracuse, aussi appelé conjecture de Collatz, et qui s'énonce comme suit. Si vous prenez un nombre entier et que quand il est pair, vous le divisez par 2, et quand il est impair, vous le multipliez par 3 et vous rajoutez 1, et si vous suivez cette série indéfiniment, eh bien, est-ce que tous les nombres entiers convergent vers 1? La réponse est oui, et je revendique bien entendu d'être la première personne de l'histoire à avoir apporté une solution à ce problème. Maintenant, essayons de faire foin de tout l'aspect justement revendicateur et ambitieux avec ce résultat qui en réalité est le fruit d'un très long travail que j'ai commencé à San Francisco, et c'est pour ça que j'avais appelé d'ailleurs la sous-conjecture dont la résolution m'a permis de résoudre tout le problème, la conjecture du Golden Gate. J'ai travaillé sur ce problème à San Francisco, en Ukraine. Et ce qui est assez intéressant et paradoxal, c'est que c'est précisément parce que j'avais certains ennemis que j'ai amené mon travail jusqu'à la résolution finale du problème de Syracuse. C'est-à-dire que j'avais produit des théorèmes que je considérais comme intéressants et originaux en 2017, et j'avais pas le temps, parce que j'ai un vrai travail à côté, de les pousser jusqu'au bout. Je les avais donc laissés sur les hyperarchives en ligne, qui sont une excellente initiative du CNRS, que je salue d'ailleurs, pour pouvoir arrêter une base de preuves. Et puis, 2 ou 3 amateurs sur Twitter, alors on a eu quand même un inspecteur d'académie et un maître de conférence, mais ils savaient vraiment pas de quoi ils parlaient, ont prétendu attaquer ce papier, et donc pour les aider, je leur avais fait un petit papier de vulgarisation au départ, et en attaquant ce papier de vulgarisation, je me suis dit, mais attends, il y a un truc qui, à mon avis, n'est pas trivial, et qui était dans le premier résultat. J'avais vraiment simplement pas décidé de le poursuivre. En le poursuivant, j'ai amené un algorithme tout à fait nouveau, que j'avais déjà annoncé dans mon article de 2017, mais que j'ai vraiment décrit finement en 2020. Et cet algorithme, j'ai conjecturé à l'issue de mon papier de vulgarisation qu'en fait, il résolvait Syracuse. Et j'ai démontré par la suite que c'était le cas. Alors, comment je m'y suis pris? Tout simplement, j'ai d'abord créé... Alors, je préfère dire découvert d'ailleurs, comme mon résultat est dédié à cet excellent mathématicien John Conway, qui nous a quittés terrassé par la maladie à coronavirus. John Conway disait, en mathématiques, on n'invente pas, on découvre. Il avait une vision très platonicienne des mathématiques, et pour lui, les idées mathématiques flottent au-dessus de notre tête dans un monde infini qui est l'éternité, et on ne fait que les découvrir. Et je suis tout à fait partisan de cette approche, qui est aussi celle de Plotin, qui est aussi celle d'Ibn Arabi, et puis bien entendu du mouvement qu'on a appelé les néo-platoniciens aussi au XXe siècle en matière de logique. Maintenant, Conway disait donc, on ne découvre pas, pardon, on n'invente pas des maths, on les découvre. Et donc je considère que je n'ai pas inventé l'objet algébrique que j'ai utilisé pour résoudre Syracuse, mais que je l'ai découvert. Je l'ai appelé un romanesco, en référence à ce brassicacé magnifique avec une autosimilarité dans ces schémas. Et cet objet algébrique nouveau m'a permis d'introduire différents algorithmes et de révéler plusieurs propriétés fondamentales de la dynamique de Syracuse. Donc comment j'ai fait concrètement? J'ai d'abord introduit ce nouveau cadre, j'ai appelé ça du coup l'algèbre romanesque. Ce nouveau cadre qui est défini dans mes papiers et même en français, je l'ai utilisé pour exhiber un algorithme que j'ai appelé le Golden Automaton, et cet algorithme, j'ai démontré qu'il résolvait une infinité de trajectoires de Syracuse et une infinité d'une grande densité et diagonale à la fois, c'est-à-dire que c'est pas du tout une infinité triviale de trajectoires de Syracuse. J'ai démontré aussi qu'il existait des sous-ensembles de plus en plus petits d'éléments dans Syracuse dont la résolution était suffisante pour résoudre tout le problème. On appelle ça au passage de la théorie de Ramsey, être capable dans un ensemble d'identifier les conditions qui sont limitantes pour l'émergence de certaines propriétés fondamentales. C'est très utilisé en sciences des réseaux sociaux. Eh bien, j'ai utilisé des méthodes de cette théorie de Ramsey pour résoudre Syracuse. Donc j'ai identifié des sous-ensembles de plus en plus petits de nombres dont la résolution résolvait Syracuse, et ensuite j'ai démontré que dans ces sous-ensembles, le Golden Automaton en résolvait une infinité. Il ne me restait plus, et c'est ce que j'ai fait détaillé dans ma précédente vidéo, et que bien entendu, je republierai sur HAL avec tous les détails, même si les détails que j'ai fournis, j'insiste, sur mon site et dans la vidéo, sont absolument suffisants pour un mathématicien pour finaliser cette preuve.
à la condition que le mathématicien soit de bonne foi, ce qui, nous allons le voir, n'est absolument pas acquis. Et même en réalité de plus en plus rare. Vous savez que Diogène cherchait désespérément en Grèce un homme honnête avec une lanterne. Eh bien moi je cherche désespérément des mathématiciens universitaires honnêtes. Mais je ne désespère pas en trouver. Et ça m'amène en fait à la suite de mon expérimentation. C'est-à-dire que cette preuve de Syracuse, elle me sert aussi à auditer une partie du monde académique. De la même façon que tous les amateurs qui ont attaqué le premier article de façon purement mensongère, et j'ai démonté toute leur bullshit dans un article. Pour la petite histoire, cet article, pour l'écrire, il m'a fallu un vol moyen courrier. En 2 heures, c'était plié en deux, c'est pour vous dire le niveau de ces gens. Et pourtant, l'un était, alors ancien polytechnicien, bon sang ne saurait mentir, ami de Frédéric Dardel. Mince, j'imagine qu'il n'y a aucun lien avec son animosité envers moi. Ami de 30 ans, hein, là aussi bon sang ne saurait mentir. Mais au-delà, on avait donc, comme je vous l'ai dit, un maître de conférence, un inspecteur d'académie, et 2 ou 3 autres tondus et pelés par-dessus. C'était assez cocasse. Mais le côté suprême a été que j'avais parlé de ces résultats à un informaticien de l'université Carnegie Mellon, qui est réputé être une des meilleures universités au monde en matière d'intelligence artificielle. Et cet informaticien s'appelle le professeur Heule, H-E-U-L-E, et j'ai eu une longue conversation par email avec lui, dans laquelle je lui ai présenté mes résultats. Je l'ai eu aussi au téléphone. J'ai gardé tous les emails, on va pouvoir les afficher dans la vidéo, vous allez bien vous marrer. Et ce Heule, qui m'avait dit par téléphone ne pas vouloir toucher à Collatz particulièrement, avoir tenté par le passé mais avoir abandonné, s'est mis à me poser plein de questions sur mon Golden Automaton, qui était ma découverte la plus fondamentale à ce moment-là. J'étais ravi de lui montrer mes résultats, puisque je disais très clairement dans l'article que j'ai publié en France sur HAL que la méthode que ce type a inventée aurait pu me permettre de résoudre Syracuse beaucoup plus vite. Et que si j'avais eu cette méthode informatique à ma disposition, et elle nécessite des hypercalculateurs, eh bien j'aurais résolu Syracuse beaucoup plus tôt. Donc il était déjà cité dans mon article, tout va bien. J'échange avec lui par email, et puis nous arrêtons d'échanger un temps. Et j'ai pas particulièrement de nouvelles de lui, mais j'en cherchais pas plus, puisque j'atteins moi-même la solution finale au problème de Syracuse. Et je lis, en faisant ma veille technologique, dans un magazine de vulgarisation scientifique américaine, que ce chercheur vient d'annoncer, donc dans Quantas Magazine, qu'il a de nouveaux résultats spectaculaires sur Syracuse. Et c'est tout à fait charmant parce qu'il annonce comme ça avoir eu quasiment une sorte d'inspiration divine. Et il termine son article, bien évidemment sans me citer, en disant « Vous savez, je suis quelqu'un de chanceux, je suis quelqu'un qui a de la chance, et quand je sens que je peux le faire, eh ben j'y vais, je suis comme ça, moi. » Voilà. I'm a lucky guy, c'est ça qu'il a dit. Alors, je voulais vraiment, et c'est vraiment aussi cette partie sociologique, c'est une expérience sociologique que je mène avec ce résultat. Le résultat est authentique, il est vrai, il est vérifiable. Il est bien entendu original, personne n'a résolu Syracuse avant moi. Et d'ailleurs, Terence Tao, qui est le 2e plus grand mathématicien vivant sur Terre, après Gregory Perelman, dont on va parler abondamment dans cette vidéo, eh bien, Terence Tao n'est absolument pas arrivé à mon résultat, j'insiste. Ça n'enlève rien au génie de Terence Tao, c'était juste pas un domaine dans lequel sa créativité et ses compétences pouvaient s'exprimer. Cependant, donc, cette affaire avec Heule et plein d'autres, en fait, et cet inspecteur d'académie qui m'a attaqué, ou d'autres, qui a menti, on ne peut pas dire les choses autrement, qui a simplement menti. M-E-N-T-I, il faut dire les choses et les appeler par leur nom. Eh bien, c'est révélateur, non pas de la corruption systématique du monde académique, même si la crise du coronavirus a montré qu'il existait une corruption latente dans le monde universitaire. Et c'est pas tant que les universitaires sont majoritairement corrompus, parce que ça serait faux de dire ça, évidemment que ce serait faux. C'est simplement qu'il y a une apathie vis-à-vis de la corruption académique. Il y a une apathie. Beaucoup d'universitaires se disent « je travaille dans mon coin, j'en ai marre, j'ai pas envie de risquer ma carrière pour dénoncer tel ou tel élément de corruption académique ». Et c'est ce qu'on a vu avec le Lancet Gate, par lequel la plus prestigieuse revue médicale américaine, et même le New England Journal of Medicine, non pardon, le Lancet doit être britannique et le New England doit être américain, se sont totalement fourvoyés et ont procédé de corruption, on ne peut pas dire les choses autrement, en publiant des données qu'elles savaient fausses, sous différentes influences, et de plus en plus, même si les enquêtes semblent être arrêtées pour le moment, de plus en plus, ces influences mènent vers un laboratoire très puissant qui s'appelle Gilead Science.
Eh bien, cette corruption tolérée dans le monde universitaire, elle n'est pas valable qu'en médecine, elle n'est pas valable qu'en biotechnologie, vous la retrouvez dans toutes les branches. Et il ne faut absolument pas croire que le monde académique est plus pur, par exemple, que le monde, disons, de la finance. Si vous avez étudié un peu l'histoire du choc de 2008, vous savez que le monde de la finance est profondément corrompu, et qu'il manipule les prix, et qu'il triche abondamment, qu'il joue contre ses propres clients, etc., et qu'il a une éthique tout à fait partielle. Eh bien, vous auriez tort de croire que le monde académique est exempt des vices que l'on trouve dans le monde financier. En réalité, ces mondes sont très proches pour tout un tas de raisons. De la même façon qu'il y a des agences de notation dans le monde financier qui vous disent « ce titre vaut AAA, donc achetez-le », eh bien, il y a des agences de notation dans le monde universitaire qui s'appellent les journaux à comité de lecture, qui fonctionnent exactement de la même façon. Et ces journaux sont tellement importants pour les revenus des grandes universités, puisque le classement international des universités ne dépend pratiquement que de ces journaux. Donc ces universités qui ont des financements de l'ordre de 40 milliards, enfin l'endowment de Stanford, qui n'est pas le financement roulant, mais qui est la fortune, si vous voulez, nette de l'université de Stanford, peut être estimée, selon les fluctuations, entre 30 et 40 milliards de dollars. Et ça, c'est notamment grâce à son classement, mais aussi grâce à ses brevets, mais qui viennent de son classement, puisque les classements attirent les bons étudiants, et les bons étudiants ont, toutes choses égales par ailleurs, plus de chances d'innover. Alors, ce modèle, il est en déclin. La crise du coronavirus a montré qu'il est en déclin. Les universités font de plus en plus de cours en ligne, mais du coup, les étudiants ne voudront pas payer 40 000 $ par an pour des cours en ligne. Et on se retrouve avec un modèle qui doit se réinventer. Je ne doute pas que le monde anglo-saxon va parvenir à faire cette mutation, mais il est possible que de plus en plus d'acteurs ouvertement privés, les universités américaines pour beaucoup sont privées déjà, mais d'acteurs de type Apple, de type Google, etc., jouent un rôle dans l'éducation et se mettent à délivrer des diplômes. Il est tout à fait envisageable que les enfants des gens de ma génération aient des diplômes d'Apple et des diplômes de Google. C'est quelque chose qui n'est absolument pas inenvisageable. Mais c'est vraiment normal puisque le monde universitaire, encore une fois, avait besoin de se réformer à beaucoup d'égards. Et en matière mathématique, c'est d'abord la raison évidemment pour laquelle je ne publie pas dans des journaux à comité de lecture. Beaucoup de gens ont critiqué ce modèle depuis 40 ans, je ne vais pas rentrer là-dedans, cherchez juste sur internet critique du système de publication par revue par les pairs. La revue par les pairs en psychologie, et ça c'est pour le coup une preuve scientifique, est de la pression des pairs. La revue par les pairs amène une pression par les pairs, et la pression par les pairs n'est absolument pas un gage de qualité scientifique. Le fait que 3 personnes relisent votre article avec plus ou moins de bonne foi n'est absolument pas un gage de bonne qualité scientifique, et encore une fois, le Lancet et le New England l'ont amplement, non pas démontré, redémontré. Cela faisait des décennies qu'on savait qu'une simple relecture par 3 ou 4 clampins n'était absolument pas un gage de qualité. Le seul gage de qualité en science, c'est la reproductibilité. Et ça, c'est quelque chose que les relecteurs ne font plus. Plus aucun relecteur ne reproduit les expériences, sauf quelques excellents relecteurs, la crème de la crème, qui, eux, vont faire l'effort de reproduire les expériences. Dans certains domaines, c'est encore le cas, mais malheureusement, c'est devenu l'exception. D'ailleurs, si on veut poursuivre sur la revue par les pairs, eh bien, il suffit de regarder tout un tas de bullshit domaines sur la sexualité ou certains trucs. Vous avez des auto-études. J'ai vu ça, il y a un site qui s'appelle Real Peer Review qui fait la revue de tous les articles complètement foireux qui ont été publiés par revue par les pairs. C'est assez flippant. On a par exemple un article qui est écrit par une professeure titulaire, qui raconte comment elle va sur des sites porno et quelle est son expérience personnelle sur les sites porno. Donc on voit bien vraiment de façon répétée que la revue par les pairs n'est absolument pas un gage de qualité en sciences. Le gage de qualité en sciences, c'est la reproductibilité. Et la reproductibilité, eh bien, elle peut se faire a posteriori. C'est pour ça que les prépublications sont en train de dominer le monde scientifique, et c'est une bonne chose, parce que la prépublication donne une gigantesque surface de reproductibilité. Il y a plein de gens qui peuvent revérifier votre article, qui peuvent voir si ça peut leur servir. Et dans la progression de la connaissance humaine, eh bien, c'est justement la capacité à pouvoir servir à l'humanité qui est le gage le plus absolu, le plus important de progrès scientifique. Et on a des chercheurs, il y en a plein en neurosciences en France, je ne vais même pas les citer parce que l'histoire a déjà commencé à démontrer que ce sont des guignols, mais dont les expériences n'ont jamais été reproduites, et pour la simple bonne raison qu'elles ne sont pas reproductibles, notamment parce qu'en imagerie cérébrale à résonance magnétique, eh bien, tout un tas d'expériences ne sont pas reproductibles parce que selon comment vous jouez sur les statistiques et l'interprétation de vos statistiques, et aussi même sur différents algorithmes de votre machine,
Chine, et ben vous obtenez des résultats différents. Et il y a tout un tas de fermiers à thésard en France, notamment à Neurospin tout de même, pour ne pas entièrement les citer, eh bien, qui ont pondu des centaines d'articles que l'histoire ne va absolument pas retenir parce qu'ils ne sont tout simplement pas reproductibles et que leur puissance statistique est zéro. Cependant, ces articles ont bien été publiés dans des journaux à comité de lecture. Donc, ajoutez à ça que le modèle de publication dans des journaux à comité est une oligarchie au sens cette fois purement, ou plutôt un oligopole au sens purement économique, c'est-à-dire qu'un très petit nombre contrôle un trop grand nombre d'articles et de journaux scientifiques. Et en plus, ces journaux sont privés et payants, c'est-à-dire qu'un chercheur du CNRS n'a aucun problème déontologique, et ça c'est tragique, alors, je dis aucun problème déontologique, et heureusement tout un tas de chercheurs du CNRS s'opposent déjà à ce système, et ça fait un certain nombre d'années qu'ils le font, et je salue ces Gaulois réfractaires pour cette lutte qu'ils ont menée, parce que c'était une lutte d'avant-garde dans laquelle ils ont été minoritaires, mais il est vrai que certains chercheurs du CNRS refusent l'idée de privatiser leurs recherches. Pourquoi donc privatiser leurs recherches? Eh bien, quand vous avez été payé par le contribuable pour sortir un nouveau résultat sur le cancer, sur l'embryologie, sur les neurosciences, vous le soumettez à un journal à comité de lecture, qui déjà va consommer énormément de votre temps. Et le temps, c'est de l'argent. Et c'est du temps d'une personne très qualifiée qui a fait un doctorat, un postdoc et une HDR. Et ce temps, ensuite, non content de l'avoir dépensé, eh bien, la revue va privatiser ce résultat de recherche et le revendre gratuit, enfin, sans rémunérer les auteurs. Les auteurs ne sont jamais rémunérés en droit d'auteur pour les articles qu'ils publient dans les journaux à comité de lecture qui, eux, revendent leurs abonnements plusieurs milliers de dollars par an. Donc un chercheur au CNRS qui veut consulter les résultats de ses collègues est obligé d'acheter un abonnement à la revue pour pouvoir consulter des résultats qui ont déjà été payés par le contribuable. C'est totalement scandaleux, c'est absolument immonde, et si je devais me lancer dans une interprétation sociologique à l'emporte-pièce, je dirais que c'est probablement l'emphase absolue qui est mise sur la conformité dans la formation des chercheurs et des universitaires qui fait qu'ils peuvent tolérer de telles conneries. Parce que n'importe qui a 2 grammes de morale ne tolérerait pas cela. Mais dans la mesure où la totalité de la carrière d'un chercheur se fait sur la sélection à la conformité, eh bien au bout d'un moment, il tolère des choses parce que la conformité à la majorité est plus importante que la vérité, scientifique parfois, morale en tout cas. Donc voilà bien évidemment pourquoi je boycotte ce système depuis longtemps. Ça ne m'a pas empêché de publier dans certaines revues à comité de lecture quand j'étais plus jeune et quand j'étais totalement subordonné à certains laboratoires. Mais maintenant que je suis libre, évidemment, aussi bien de mes actes que de ma conscience, eh bien, je rejette en bloc ce système qui est mourant. Je ne cherche absolument pas à un poste de capitaine sur le Titanic. Ce modèle est en train de couler. Maintenant, appliquons-le aux mathématiques. Quiconque vous dit qu'un résultat mathématique qui n'est pas publié dans un journal à comité de lecture ne peut pas être vrai, est en train de vous jouer du pipeau irlandais. Un résultat mathématique, il peut être écrit sur un rouleau de Moltenel, s'il est vrai, il est vrai. Et pour vérifier qu'il est vrai, il suffit de reprendre ces théorèmes un par un, de vérifier chaque démonstration. Or, bien évidemment, c'est ce que certains de ces mathématiciens amateurs ont essayé de faire. Je les ai déculottés, ils sont repartis en calbute, et je serais prêt à les déculotter à nouveau, sauf que tout de même, rappelez-vous la loi de Brandolini, il faut 10 fois plus de temps pour démonter la bullshit que pour la produire, donc ces gens-là peuvent produire de la bullshit très rapidement, il me faut quand même un peu plus de temps pour démonter la leur, mais tout de même c'est possible, même si j'ai une politique très stricte qui est que quand quelqu'un a menti sur moi, je ne lui réponds plus, et que les personnes qui peuvent s'adresser à moi ne sont que celles qui, soit si elles ont menti sur moi, se sont excusées, c'est-à-dire qu'elles ont payé leurs dettes, ça c'est un principe simple en banque et en comptabilité, eh bien si vous avez payé votre dette de mensonge envers moi, nous pouvons correspondre, si ce n'est pas le cas, vous payez votre dette d'abord et on discute après. Cependant, des gens qui n'ont pas de dette de mensonge envers moi, je n'aurai aucun problème à répondre à leurs éventuels audits de mon article et de mes travaux sans aucun problème, pour autant qu'ils soient de bonne foi, c'est la seule chose que je leur demande et c'est d'ailleurs la seule chose qu'on devrait leur demander. Et puis donc dans l'histoire de très grands mathématiciens qui n'ont jamais publié dans des journaux à comité de lecture, il y en a plein. Vous prenez Grégory Perelman qui est donc vraisemblablement le plus grand mathématicien vivant, je dis vraisemblablement parce que je pense qu'il y a tout un tas de continents comme l'Asie, comme l'Afrique, qui regorgent de jeunes mathématiciens prometteurs qui sont sans doute déjà nés et qui sont appelés à être meilleurs que Grégory Perelman. Mais jusqu'à preuve du contraire, le mathématicien le plus profond à exister sur cette terre aujourd'hui est Grégory Perelman. Et Grégory Perelman qui a donc démontré la conjecture de Poincaré, c'est-à-dire que tout objet en 3 dimensions qui n'a pas de trou peut être amené en un nombre fini d'étapes à une sphère. Et d'ailleurs, hein, pour la petite histoire, c'est justement des objets un peu comme le brocoli romanesco qui n'ont pas de trou mais qui sont très complexes, qui avaient posé problème pour démontrer cette conjecture qui autrement est simple, serait simple. Grégory Perelman
a profondément boycotté le monde académique. En 2006, il faut savoir qu'il avait donc revendiqué, avant 2006, la preuve de la conjecture de Poincaré, qu'on lui a volé une partie de ses résultats. Donc le cas de ce Hull qui fait des annonces dans la presse après avoir correspondu avec moi et m'avoir posé moult questions n'est pas nouveau, c'est quelque chose de standard. Une fois que vous avez été sélectionné sur la conformité, l'éthique devient une vertu secondaire, hélas. Et ça c'est quelque chose qui est sociologique, qui fait partie de la sociologie du monde universitaire. Mais donc Grégory Perelman revendique ce résultat et il a un mode de publication d'ailleurs qui est très audacieux. Il fait de grandes enjambées, il y a des choses qu'il ne démontre pas et qu'il ne dit pas qu'elles sont triviales, mais il avance par grandes enjambées en laissant la charge à ses pairs justement de démontrer ces trous qui manquent dans ses démonstrations, et ils se sont bien entendu avérés être démontrés. Mais Perelman ne s'embarrassait pas de détails de forme. Pour lui, ce qui comptait, c'était le fond et d'avancer jusqu'à la résolution de la conjecture de Poincaré. Eh bien, il n'a absolument pas publié dans un journal à comité, au grand jamais. Il a publié sur Archive d'une part, et puis parfois même des prépublications sur ce qu'on appellerait nous des billets de blog, pour bien rappeler que les maths, c'est les maths, et que on peut parler de comité pour de énième théorie sexuelle borderline où une poule professeur va se masturber sur Pornhub. Oui, ok, ça vous pouvez avoir des journaux à comité avec un facteur d'impact, mais pour les vraies sciences, les choses sérieuses, eh bien, c'est vrai, c'est reproductible, ou bien c'est pas vrai, et c'est pas reproductible, point. Et que 3 personnes l'aient relue ne change absolument rien au caractère vrai ou reproductible de la chose. Elle peut simplement être vérifiée. Les maths, on peut les voir d'ailleurs comme une science expérimentale, où les démonstrations sont des expériences. L'avantage, c'est qu'on n'a pas besoin d'une paillasse pour réaliser ces expériences. C'est pour ça que l'Afrique, d'ailleurs, doit investir encore plus dans les mathématiques. C'est une des branches scientifiques, si ce n'est la branche scientifique, qui a le meilleur retour sur investissement, euro pour euro, dollar pour dollar. Donc Grégory Perelman, si on étudie son histoire, il a tellement rejeté le monde universitaire qu'il a rejeté la médaille Fields, qu'il a rejeté le prix d'1 million de dollars que le Clay Mathematical Institute devait lui remettre, au titre du fait qu'il avait résolu la conjecture de Poincaré, et qu'il est parti vivre chez sa mère à Saint-Pétersbourg, tellement il en avait marre. Et on pourrait se dire, ok, c'est un génie, c'est un original, c'est marginal tout cela, ça ne remet pas en cause la déontologie académique, mathématique dans son ensemble. Eh bien si, puisque des gens avant lui avaient fait exactement comme lui, à savoir Alexandre Grothendieck, qui est peut-être le plus grand mathématicien de tout le XXe siècle. Et Alexandre Grothendieck, qui était un ovni, qui était vraiment quelqu'un, dans sa carrière, il y a eu une phase où on a cherché à l'exterminer, on a cherché à l'écarter au maximum, et tous ses biographes le savent. Il y a eu une période dans laquelle Alexandre Grothendieck était à 2 doigts d'être un paria des mathématiques, et quand la qualité de son travail s'est avérée être absolument indéniable, et que la fécondité en particulier, ce qu'il y avait chez Alexander Grothendieck, c'était une fécondité de son mode de travail qui était hérité de certaines approches qui avaient déjà été lancées par Évariste Galois, et Évariste Galois, bien entendu, on va devoir le citer lui aussi, parce qu'il a vécu la même histoire empire que Grothendieck et que Grégory Perelman. Mais donc Grothendieck, après avoir eu sa médaille Fields, s'est exilé en montagne, le mec. Il a donné son adresse et sa correspondance qu'à une poignée de mathématiciens, je crois qu'il y en avait moins de 3, et l'un d'entre eux est mort avant lui. Et Grothendieck a rédigé ses mémoires, Récoltes et semailles, très belle mémoire, on sent aussi qu'il a une vraie plume, ce Grothendieck, et dedans, il y dénonce tout un tas de malversations et de vices déontologiques parmi ses pairs dans les années 60, 70, même 50, mais en particulier 60-70, et il dénonce notamment la position qu'a pris un grand mathématicien qui était le vicomte Deligne. Ça note rien en fait que c'est un grand mathématicien, mais qui a surexploité des travaux qui n'étaient pas les siens et qui étaient les travaux d'un mathématicien algérien qui s'appelle Zorman Mebrout. Et Zorman Mebrout n'a pas eu la médaille Fields. D'après Alexander Grothendieck, c'est en partie parce que certains de ces travaux ont été surexploités par d'autres. Donc c'est bien pour vous montrer que les grands vices déontologiques et la corruption académique, appelons-la par son nom, existent, persévèrent, perdurent, et que ce n'est pas juste Perelman, ce n'est pas juste Grothendieck qu'on avait encore avant Évariste Galois, qui est le plus grand mathématicien du 19e, devant Gauss, de très loin, et Évariste Galois a
c'était un ovni lui aussi, comme Grothendieck, profondément en avance sur son temps. C'était inimaginable ce qu'il a produit intellectuellement. Ça nous rappelait l'algèbre au sens des Arabes à l'âge classique, comme des théorèmes d'Omar Khayyam ou comme les théorèmes d'Al-Khwarizmi. L'approche d'évariste gallois de sous-tendre, de définir des structures algébriques dont la forme sous-tend l'existence ou non de solutions à certaines équations, était un coup de génie et était quelque chose de profondément platonicien au passage. Évariste Galois, ses travaux ont été ignorés, il a été rejeté de Normal Sup, il a été rejeté de Polytechnique, il a remis des travaux à l'Académie des sciences qui ont pris la poussière pendant des décennies, et il faudra attendre qu'il soit exhumé, en partie, puisque certains de ses travaux ont été perdus, de la même façon que certains des travaux de Grothendieck ont été perdus d'ailleurs, pour qu'enfin la théorie de Galois émerge et s'avère être un pilier absolu en théorie des nombres, en algèbre, notamment pour toutes les mathématiques du XXe siècle. Donc, vous voyez quelqu'un qui vous dirait, voilà, la forme est plus importante que le fond, la procédure est plus importante que le résultat. Bah, c'est un bureaucrate. Il y a plein de bureaucrates dans le monde académique. Ils ne sont pas la majorité du genre, mais il y en a plein. Et ils ont un rôle absolument délétère. Et ce sont les gens qui vous disent, car c'est la définition d'un bureaucrate, la bureaucratie, c'est quand la procédure est plus importante que le résultat. Et les gens qui vous disent, non, 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 si ce n'est pas publié dans un journal à comité de lecture, je n'entends rien. Bon, ce sont d'obscurs bureaucrates pour qui la science n'a que très peu de respect au regard de l'histoire. Et ça, c'est une réalité que Galois démontre, que Grothendieck démontre, que Tao démontre, puisque lui aussi a publié ses travaux sur Collatz hors comité de lecture, et bien entendu que Grégory Perelman démontre. Combien de mathématiciens, combien de très grands scientifiques faudra-t-il qui dénoncent tous ce système de publication? Combien en faudra-t-il pour qu'enfin les gens acceptent, puisqu'en mathématiques tout de même, quand on a un contre-exemple à un théorème, ça n'est pas un théorème. Là, on n'a pas un contre-exemple, on en a 5. Eh bien, on a certains bureaucrates qui continuent à faire la sourde oreille, parce que pour eux, la conformité est plus importante que la vérité. C'est l'unique raison de leur comportement. Donc, je revendique la solution au problème de Syracuse, mais il faut être très clair, de la même façon que pour Perelman, il a fallu plusieurs années avant que sa preuve ne soit acceptée par la communauté, et qu'entre-temps, toutes les malversations ont pu avoir lieu, y compris des vols de résultats, eh bien, n'attendez absolument pas à ce que mon résultat soit reconnu historiquement avant 2 ans, 2 ou 3 bonnes années. Bon, c'est le minimum que je donne avant que ce résultat ne soit reconnu historiquement. Mais c'est précisément pour fixer l'antériorité que j'ai fait une première vidéo comme un séminaire, puisqu'après tout, un de mes héros, Andrew Wiles, a annoncé son résultat d'avoir démontré donc le théorème de modularité, aussi connu comme la conjecture de Taniyama-Shimura, qui permettait de démontrer le dernier théorème de Fermat, un des plus beaux résultats de toute l'histoire de la théorie des nombres. Eh bien, Andrew Wiles l'a annoncé dans un séminaire. Et ça, c'est quelque chose que je respecte énormément, parce qu'il ne faut pas négliger cette interaction humaine directe dans l'évolution de la science. Eh bien, de cette même façon, j'ai voulu faire un webinaire, et vous avez été très nombreuses et très nombreux à le suivre, et ça, vous m'en avez absolument honoré, plus de 90 000 vues sur cette vidéo. C'est un vrai honneur pour moi, et c'était un séminaire qui était donc, comme vous le savez, en hommage dédié à John Conway, parce que lui, c'était vraiment un mathématicien du jeu, du fun, c'est quelqu'un qui prenait du plaisir à faire des maths, et qui démontrait que c'est précisément en prenant du plaisir qu'on faisait de la bonne mathématique. Eh bien, j'ai commencé par un séminaire, j'ai tout de même assorti ce séminaire de plusieurs publications dans HAL précédentes, et ensuite une publication qui poursuit le résultat, et qui a été publiée sur mon site. Bien entendu, je ferai une publication supplémentaire sur HAL, mais je voulais qu'il y ait une date d'antériorité. Pourquoi? Parce que nous le voyons, et vous le verrez avec ces emails qu'on vous met, la tentation est grande de voler un résultat. Surtout de la part d'un maverick comme moi, qui refuse d'être dans le système, qui le combat, qui combat la corruption académique depuis 10 ans, disons-le tout de même, et qui refuse absolument, et dans l'honneur, ce modèle de publication honteux, qui privatise la recherche qui a déjà été publiée par le contribuable, et déjà été payée par le contribuable. Donc, je revendique précisément la preuve à Syracuse depuis en réalité 2017, et ça c'est un des messages importants de cette vidéo. Car j'insiste, les articles que j'ai produits en 2020 n'étaient que de la vulgarisation de mes travaux de 2017 et une reformulation de ces travaux pour aider certains mathématiciens amateurs. Mais de cette vulgarisation est sortie une expression claire d'un algorithme dont je définissais l'existence dans mon article de 2017
Et c'est cet algorithme qui résout Syracuse. Il ne restait qu'à démontrer qu'il résout Syracuse. Alors au passage, comment je m'y prends? Comme je vous ai dit, j'ai identifié des sous-ensembles de plus en plus petits de nombres dont la résolution résout tout Syracuse. Et ces sous-ensembles, je les ai appelés déterminants de Syracuse. On peut en avoir plusieurs, mais la résolution d'un seul suffit à résoudre Syracuse. Par exemple, vous prenez le sous-ensemble défini comme le nombre 17 plus 96 à l'infini, eh bien, ce sous-ensemble, sa résolution résout Syracuse. Et ça, c'est un déterminant de Syracuse, une des façons d'exprimer le déterminant de Syracuse. Eh bien, j'ai démontré qu'il n'était pas possible qu'une trajectoire divergente existe sur ce déterminant sans intersecter les nombres qui sont démontrés par le Golden Automaton. J'ai donc démontré que le Golden Automaton intersecte finiment toute trajectoire dans ce déterminant de Syracuse, qui est donc défini comme le nombre 17 plus 96 à l'infini. Et ça, c'est l'élément de conclusion de ma preuve, mais en réalité, le gros du travail était de poser cette méthodologie mathématique que j'ai appelée l'algèbre romanesque, et ensuite de démontrer qu'elle engendrait un algorithme que j'ai appelé le Golden Automaton. Ça, c'était 90% du travail. Les 10% restants étaient une question de pure forme qui en réalité aurait pu être réalisée. Et ça, j'insiste, parce qu'au regard de l'histoire, une responsabilité réelle devra être engagée parce que un mathématicien de bonne foi aurait pu finir cette preuve. À partir de l'article que j'ai donné en 2017, et à plus forte raison à partir de celui que j'ai publié en 2020, au début de l'année, un mathématicien de bonne foi, j'insiste, c'est aussi rare qu'un honnête homme pour Diogène. J'ai ma lanterne et j'en cherche. Je ne désespère pas d'en trouver, mais en tout cas, si Grigori Perelman a quitté le monde des mathématiques, c'est parce que lui n'en a pas trouvé. Si Alexander Grothendieck est mort sur la montagne, c'est parce que lui n'en a pas trouvé. Mais peut-être que je suis plus optimiste que ces deux mathématiciens, et peut-être que leur différence profonde de talent entre eux et moi est compensée de mon côté par l'aspect social, et peut-être que le manque de talent social qu'ils ont eu à ne pas trouver ces mathématiciens honnêtes, peut-être que moi je l'aurais, puisqu'après tout je n'ai pas leur génie mathématique, et que peut-être que ça je le compense socialement, peut-être. Mais en tout cas pour l'instant, ma lanterne n'a pas intersecté beaucoup de mathématiciens de bonne foi. Cependant, l'histoire, elle est de bonne foi, et c'est bien pour ça qu'elle doit être le seul et unique interprète des sciences. Il n'y en a jamais d'autre au regard du cheminement intellectuel de l'humanité. Eh bien, l'histoire pourra retenir qu'il était tout à fait possible d'inférer mes résultats à partir de mon papier de 2017. Et c'est bien entendu pour ça que je revendique la preuve de Syracuse cette année, certes, mais que je la revendique en la rétrodatant sincèrement et honnêtement à 2017. Car il y avait tout dans mon article de 2017 pour finaliser cette preuve, et mes articles de 2020 n'étaient que des vulgarisations de cet article. Donc, je revendique la preuve au problème de Syracuse, et j'utilise cette preuve comme expérimentation sociale pour voir jusqu'où certains représentants du monde universitaire vont être prêts à aller, d'abord pour dire que le résultat n'existait pas, ensuite pour essayer de le voler, bah oui, si on essaie de le voler, c'est qu'il existe du coup, et puis ensuite pour reconnaître la paternité de ce résultat. Et bien entendu, je vais me régaler, parce que c'est un audit complet et approfondi que je vais pouvoir faire dans ces 2 à 3 prochaines années, de l'intégrité, de la sincérité d'une frange du monde académique mathématique.